2000 ans avant ta naissance, une grande civilisation s'étendait sur toute la terre. En son centre s'était élevée la grande cité de Bagdad, dirigée par le grand calife Al-Mamoun appelé le Sage. Homme de paix, le calife était convaincu que l'acquisition et le partage de tous les savoirs étaient le seul et unique moyen d'aboutir à la prospérité. C'est à partir de cette idée qu'il entreprit une formidable quête, rassembler tous les savoirs du monde, de l'Est à l'Ouest. Des ouvrages anciens furent collectés en Grèce, en Égypte et en Perse. Des manuscrits venant de Chine, d'Afrique et d'Inde furent traduits en arabe. Des quatre coins du globe, des hommes et des femmes de cultures et de croyances différentes convergèrent dans la cité de Bagdad, unis dans une même harmonie. À travers tout le pays, ils construisirent des maisons de la sagesse et de l'excellence. Et c'est au sein de celles-ci que 1001 inventions virent le jour. Pendant plusieurs centaines d'années, ces femmes et ces hommes travaillèrent ensemble et ils propagèrent le fruit de leur savoir, transformant ainsi le monde à jamais. Si je vous demande de multiplier 123 par 11, vous serez peut-être capable de le faire de tête et de me donner le résultat qui est 1353. Mais essayez maintenant de me faire la même opération avec ces chiffres romains. Vous devrez alors multiplier C, X, X, I par XI. C'est faisable, mais compliqué. Al-Khwarizmi va prouver aux Européens qu'il existe une meilleure façon de faire de l'arithmétique. Dans son ouvrage « L'art hindou de calculer », il développe une idée totalement révolutionnaire, celle qui suffit de 10 symboles pour pouvoir représenter n'importe quel nombre. Cette idée de n'utiliser que 10 symboles, les chiffres allant de 1 à 9 plus le symbole 0 pour représenter tous les nombres de 0 à l'infini, a d'abord été développée par des mathématiciens indiens aux environs du VIe siècle. Et personne ne peut nier que cette découverte fut d'une importance capitale. Je vais vous montrer. Voici la numération indo-arabe. Et voici la numération utilisée en Occident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On voit bien qu'il existe une certaine similitude graphique entre ces nombres, et en particulier avec le 2 et le 3 indo-arabe. Si je tourne la feuille comme ceci, on voit bien qu'il ressemble au 2 et au 3 que nous connaissons. Ce qui est révolutionnaire avec ce système numérique, c'est la façon dont il va permettre de simplifier les calculs arithmétiques. Mais Al-Khwarizmi et ses confrères ne vont pas seulement se contenter de transposer le système numérique indien en arabe. Ils vont aussi inventer la virgule décimale. Ce texte, écrit un siècle après celui de Al-Khwarizmi, est l'œuvre d'un homme connu sous le nom de Al-Uqlididsi. Dans cet ouvrage, il explique comment ce même système décimal peut être développé pour représenter non seulement des nombres entiers, mais aussi des fractions, c'est-à-dire le nombre infini de possibilités qui existent entre chaque nombre entier. Au XIIIe siècle, Ibn Nafis a décrit avec exactitude le fonctionnement du cœur humain, près de 300 ans avant qu'un médecin européen ne reprenne ses travaux. Cette histoire nous montre l'importance et la diversité des fonctions du cœur humain.
Connaissez-vous Ibn Sina? Également surnommé Avicenne, il fait partie des plus grands penseurs musulmans. Ibn Sina est né à Bukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, en 980. D'un père fonctionnaire, il s'intéresse très jeune à la religion et à la science de manière générale. Dès 10 ans, sa grande mémoire et ses facultés de réflexion le mènent à une excellente maîtrise du Coran et de la littérature occidentale. Avicenne va encore plus loin et s'intéresse à la philosophie, la géométrie et même à l'astronomie. Il se concentre un peu plus tard sur la médecine et parvient seul à devenir un véritable expert en la matière. À l'âge de 16 ans, il est reconnu comme l'un des plus grands docteurs de son époque et ira même jusqu'à soigner et guérir l'émir du Khorasan, une performance qui lui ouvrira les portes de la bibliothèque du palais. Ibn Sina était déterminé dans sa soif d'apprentissage scientifique. Il déclara « Chaque fois que je me trouvais dans l'embarras, j'allais à la mosquée pour prier, puis me remettais à lire et écrire. » Sa plus grande œuvre, Kitab al-Qanoun fi at-Tibb, une encyclopédie de médecine de 5 volumes, témoigne de sa passion pour le savoir. Pour lui, l'islam ne devait pas être en opposition avec la science et la philosophie, comme le prétendent certains aujourd'hui. Il a laissé derrière lui de nombreuses thèses philosophiques mondialement connues, telles que la distinction de l'essence et de l'existence. Une réflexion qui a influencé saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens de l'Église catholique. Il serait peut-être temps de considérer nos points communs, plutôt que nos différences. Il serait né vers 1100 de notre ère, d'une famille noble marocaine. Il a fait ses études à Cordoue, grand centre culturel de l'islam à l'époque. C'est aussi un grand voyageur et un passionné de médecine, de poison. Déjà, on peut repérer pas mal de choses. L'Afrique qui occupe la moitié de la carte, l'Europe, l'Asie et au milieu de tout ça, la mer Méditerranée, sans oublier l'océan Indien. La carte est centrée sur la Mecque, un des lieux de culte les plus importants pour les musulmans. Le père de l'optique moderne, le géant El-Hassan ibn al-Haytham, connu aussi de son nom sous la forme latinisée El-Hazan. Né à Bassora en 965, le kinétoscope. Cette invention est destinée à visualiser une œuvre photographique donnant l'illusion du mouvement. Sur la face supérieure de la boîte se trouvait un trou de 1 pouce de diamètre environ. Les gens devaient se pencher pour regarder l'image en boucle durant 10 secondes d'un homme saluant les spectateurs. 4 ans plus tard, les frères Lumière déposeront leur brevet pour un appareil plus perfectionné, le cinématographe. Ça sera le... Je vous présente Fatima El-Fihriya. Les gens lui donneront le surnom de al-Banin, la mère des enfants. Née en l'an 800 à Qayrawan, en Tunisie, une fois l'université finie en 859, elle lui donnera le nom de El-Qarawiyyin. De ce fait, elle deviendra la première université à ouvrir dans le monde. Elle réussira à attirer des étudiants de toute l'Afrique du Nord et de l'Europe, rendant ainsi El-Qarawiyyin un carrefour du savoir scientifique et universitaire où tous se réunissaient pour enseigner et apprendre. Son rôle ne se limitera pas seulement à l'enseignement des sciences religieuses, mais aussi les mathématiques, l'astrologie, la médecine, l'anatomie et les sciences mentales. Au fil du temps, la ville de Fès deviendra un centre scientifique et culturel qui concurrencera Cordoue en Espagne et Bagdad en Irak. L'université sera érigée au rang de haute institution de l'État pour former les juges. Fatima ne s'arrêtera pas là et intégrera dans l'université une bibliothèque qui conduira les universités de nos jours à en faire de même. Et pour couronner le tout, elle mettra en place le premier système au monde pour décerner des diplômes d'enseignement supérieur. Son établissement deviendra le phare du monde dont sa lumière éclairera toutes les époques et un exemple de nos jours pour réunir les nations. Fatima El-Fihriya quitta ce monde à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un trésor pour l'humanité. Nous sommes en 1325. Un jeune érudit du nom d'Ibn Battuta fait ses adieux à sa famille et se lance seul dans un voyage épique pour la Mecque.
fil de sa vie, il va devenir l'un des plus grands voyageurs de tous les temps. Découvrez avec lui des lieux comme vous n'en avez jamais vu. Rejoignez la grande caravane. À destination d'antiques cités majestueuses. De 120 000 km et 44 nouveaux États. C'est Mohamed bin Abdullah bin Mohamed al-Lawati al-Tanji, connu sous Ibn Battuta. Il a été surnommé aussi le prince des voyageurs musulmans. Né en 1304 à Tanger, il effectue le pèlerinage alors qu'il n'a que 21 ans. En 1325, Ibn Battuta traverse en effet l'Afrique du Nord et l'Égypte pour arriver au Hejaz. Mais son voyage ne s'est pas arrêté à la Mecque et à Médine. L'année d'après, il se rend en Irak et en Perse. En 1328, il voyage en Afrique de l'Est. En 1331, il quitte l'Afrique pour arriver en Inde via l'Égypte et l'Anatolie. Pendant 7 ans, il travaillera en Inde en tant que juge islamique. En 1341, il se rend aux Maldives et de là en Chine, au Sri Lanka et dans d'autres régions. En 1349, Ibn Battuta décide de retourner au pays. Il arrive à Tanger, 24 ans après son départ. Mais 5 ans plus tard, la nostalgie du voyage le rattrape. Il se rend à Al-Andalus, puis à Tombouctou, avant de décider de jeter l'ancre au Maroc en 1354. Faisons découvrir un endroit extraordinaire, le planétarium de Doha au Qatar. Pourquoi? Car le personnage dans cette vidéo que nous allons découvrir est à l'origine de l'évolution de l'astronomie de notre époque. Je vous présente Ibrahim ibn Yahya el-Toujoubi el-Zarqali, connu sous des noms 1029 en Espagne dans la ville de Tolède. El-Zarqali va se passionner pour l'astronomie et il intégrera un groupe de jeunes fabricants d'instruments de précision et un groupe de scientifiques. Il va étudier et observer pendant plusieurs années le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune. Ces travaux seront divisés en 3 catégories. La première sera la théorie astronomique, qui sera retranscrite dans 4 ouvrages, dont le traité sur le mouvement des étoiles, le traité sur le mouvement du Soleil, un ouvrage qui influencera 300 ans plus tard le mathématicien et astronome polonais Nicolas Copernic. Son 3e ouvrage complétera les recherches de Claude Ptolémée concernant la planète Mercure. Et enfin, son 4e ouvrage parlera du mouvement de la Lune et des calculs des éclipses. La deuxième partie de ses recherches sont les tableaux astronomiques, qui seront retranscrits en 2 ouvrages dont le premier complétera les études des Grecs sur les calculs des longitudes planétaires. Son but sera de simplifier leur recherche. Le 2e ouvrage verra le jour et sera la première révolution dans le domaine de l'astronomie. Ce sont les tables de Tolède. À cette époque, la principale fonction de l'astronomie était de prévoir la position des astres dans le ciel ainsi que l'arrivée des éclipses. Ces fameuses tables de Tolède vont permettre à Zarqali de calculer les positions des planètes à une date quelconque, de faciliter la détermination des heures de prière pour les musulmans, ainsi que de déterminer la direction de la Mecque en un lieu précis et la visibilité du croissant de lune. Enfin, la 3e partie de ses recherches seront les instruments astronomiques. Il inventera et fabriquera un instrument qui mesurera la distance entre les planètes, les étoiles, la distance géocentrique de la Lune
et sera aussi utilisé comme boussole et comme horloge. Il lui donnera le nom d'El-Zarqala et sera ensuite appelé plus tard l'astrolabe. Cet homme a eu une vision futuriste et a mis par écrit un livre de 100 chapitres pour expliquer son utilisation en détail, ce qui permettra des siècles après lui aux scientifiques européens d'avoir une compréhension et avancée importante dans l'astronomie. Abbas ibn Firnas, qui est à l'origine des ambitions de l'humanité à voler dans les airs. Il est d'ailleurs connu pour être le premier à avoir tenté de le faire, à ses risques et périls. Abul Qasim Abbas ibn Firnas at-Takerni a des origines maghrébines à Mazir. Il est né en 810 dans la région andalouse de Randa sous les Omeyyades, puis il meurt à Cordoue en 887. Avant de voler dans les airs, il a minutieusement étudié le mouvement des ailes des oiseaux. Après cela, il a effectué de nombreux calculs liés au poids, à la vitesse et au vent. Il est ensuite passé à la mise en œuvre en se confectionnant une cape pour s'aider à contrer l'attraction du sol. De voler, il est tombé en se blessant. Mais en fait, la raison de son échec est qu'il n'a pas tout de suite réalisé l'importance de la queue d'oiseau dans l'atterrissage. Malgré l'échec de ses expériences, il a inspiré beaucoup de connaisseurs qui se sont préservés dans leur envol jusqu'à ce qu'il fabrique des avions et conquiert même l'espace. Dans l'astronomie. Il a continué à étudier la composition du verre de manière approfondie jusqu'à réaliser les premiers prototypes des lentilles de correction de la vue. Ibn Firnas, la reconnaissance. À Cordoue, un pont portant le nom d'Abbas ibn Firnas a été inauguré le 14 janvier 2011. À Bagdad, une statue de l'inventeur se trouve à l'entrée de l'aéroport. Même un cratère lunaire porte son nom. Depuis toujours, le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles galvanisent l'imaginaire de l'homme et alimentent toutes sortes de mythes. C'est pourquoi l'astronomie, l'étude des astres, est sans aucun doute la plus vieille discipline scientifique du monde. Pourquoi ces érudits musulmans s'intéressaient tellement à l'astronomie ? Voici la grande mosquée des Omeyyades de Damas, la capitale syrienne. C'est l'une des plus anciennes mosquées du monde. Ce que je m'apprête à découvrir ici est un véritable trésor. D'après le livre, il y aurait ici un cadran solaire au sommet du minaret à la russe, le minaret de la fiancée qui est là. Donc on va aller voir si c'est vrai ou pas. Je suis en compagnie du docteur Rim Turkmani, une astrophysicienne spécialiste de l'astronomie médiévale à l'Imperial College de Londres. Nous sommes à la recherche de l'un des cadrans solaires les plus précis du Moyen-Âge. Je suis d'autant plus impatient qu'il a été justement conçu par l'un des astronomes musulmans dont Copernic s'est si largement inspiré pour ses travaux, Ibn al-Shatir. Il est là, je l'ai trouvé. C'est vrai, ça y est? Il est là, regardez. Exactement comme il est décrit dans le livre. Il était caché par le pilier. Pas étonnant qu'il ne sache pas où il était. Il est recouvert de fientes d'oiseaux. C'est plein de fientes. Oui. Tenez, Super, merci. essayez avec ça.
Donc on a 3 cadrans solaires. Le grand, c'est le principal, et il y a le cadran nord et le cadran sud. Il y a une ligne ici pour la Salat Ezour, la prière de la mi-journée. Et il y en a une autre pour la prière de l'après-midi. Ibn al-Shatir a calculé la position de ces lignes de façon à ce que le cadran indique l'heure exacte tout au long de l'année, même lorsque la durée des journées changeait. De cette façon, ils avaient un chronomètre. C'est très important. Donc il s'asseyait ici, il regardait l'ombre. Et quand c'était l'heure de la prière, il le signalait au muezzin pour qu'il commence son appel à la prière. Précise. Je veux en savoir davantage sur l'homme à l'origine des tables astronomiques et des données auxquelles Copernic fait explicitement référence dans ses travaux Al-Battani. Al-Battani est né en 858 dans le nord de la Turquie. Observer le ciel pour obtenir les mesures astronomiques les plus précises possibles était pour lui une véritable obsession. L'histoire raconte qu'Al-Battani avait l'habitude d'observer le ciel depuis cette montagne. C'était son observatoire. À partir de 877, Al-Battani se consacre à un projet qui lui prendra plus de 40 ans. D'abord depuis son observatoire de Raqqa, puis de celui de Damas. Il va observer le ciel pour tenter de déterminer la durée exacte d'une année orbitale. Voici une copie du manuscrit original. Je vais vous montrer le chapitre qui explique comment il a procédé pour calculer la durée de l'année. C'est le chapitre 27. D'abord, il commence par citer les données obtenues par les Égyptiens et les Babyloniens, et il donne le résultat auquel ils étaient arrivés. Les prédécesseurs d'Al-Battani avaient calculé qu'une année durait 365 jours, 6 heures et un peu plus de 10 minutes. Pour affiner ce calcul, Al-Battani va certes utiliser son ingéniosité, mais aussi cet objet, une sphère armillaire. Cet appareil lui permettait de mesurer les variations de l'ombre au cours de l'année. Grâce à ces informations, il a pu déterminer le jour précis de l'année où le jour et la nuit durent exactement le même laps de temps. Autrement dit, un équinoxe. Et il a ensuite refait les mêmes mesures pendant 40 ans. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Il a ensuite consulté un manuscrit grec écrit 700 ans plus tôt et noté à quelle date précise de l'année son auteur avait lui aussi situé l'équinoxe. Il disposait ainsi de 2 données essentielles. Le nombre de jours entre les 2 observations, mais aussi le nombre d'années. Il a donc divisé le premier nombre par le second pour finalement arriver à un résultat surprenant. Une année dure 365 jours, 5 heures, 46 minutes et 24 secondes. D'un côté, la cosmologie grecque prétend que tous les corps célestes tournent autour du Soleil. Et de l'autre, Ptolémée prétend dans son Almageste que si l'on veut prévoir de façon mathématique les mouvements du Soleil et des étoiles, il faut d'abord considérer qu'ils tournent autour d'un point arbitraire. Le fameux écoin. Ces 2 affirmations se contredisent. Les astres ne peuvent pas être à la fois en rotation autour de la Terre et autour d'un point excentré. Pour Ibn al-Haytham, tout ceci n'avait strictement aucun sens. Au début du XIe siècle, il écrit un ouvrage intitulé Al-Shukuk, al-Batlamius, doute concernant Ptolémée. Dans ce manuscrit, il dissimule difficilement sa frustration et écrit « Le système de Ptolémée ne peut pas exister ». Ibn al-Haytham se dit « Tout ça est d'une totale absurdité. On ne peut pas accepter une telle théorie. » Et il va plus loin en disant « Il ne s'agit pas d'une erreur. Ptolémée savait très bien que c'était une absurdité. » Et il souligne les points qui avaient embarrassé Ptolémée lorsqu'il a construit sa théorie. Pour lui, il y a un problème fondamental dans ce raisonnement. Les Grecs savaient, Ptolémée savait qu'il partait dans une mauvaise direction. Mais pour autant, Ibn al-Haytham n'avait rien d'autre à proposer. Et il laisse entendre par là, aux autres maintenant de proposer mieux, aux autres de résoudre ce problème. Et pour moi, c'est ce qui a orienté les recherches de tous les astronomes qui allaient lui succéder. C'est dans ces galeries étroites que Et-Toussi commence la rédaction de son livre des Shukuk, son livre des doutes, Al-Tazkira, ou Mémoire sur l'astronomie. Dans cet ouvrage, il trouve la solution au premier problème soulevé par Ibn al-Haytham, à savoir comment éliminer l'écoin de Ptolémée. Au lieu de considérer une sphère en rotation autour d'un point quelconque dans l'espace,
Toussi imagine un couple de cercles imbriqués en rotation sur eux-mêmes, ce qui n'implique plus la nécessité d'un écoin. Ces deux cercles imbriqués resteront connus sous le nom de couple de Toussi. Un modèle mathématique que l'on retrouvera 300 ans plus tard dans les travaux de Copernic. De kilomètres de là, le plus grand observatoire qu'on ait jamais vu. Voici tout ce qu'il reste aujourd'hui de l'observatoire de Maraga. Le principal instrument d'observation était caché sous le dôme de l'observatoire. Le nouvel observatoire d'Etoussi se composait d'un unique et immense bâtiment. À l'intérieur se trouvait un imposant arc en métal, une sorte de bras armillaire de 10 mètres de haut. Sur ses bords étaient inscrites les graduations des angles en degrés et en minutes. Les scientifiques alignaient l'astre qu'ils étudiaient avec un point situé au centre de l'arc. Il leur suffisait ensuite de lire les graduations pour connaître de façon précise la position exacte de cet astre dans le ciel. Le bâtiment principal était entouré de petits observatoires annexes, mais aussi de bibliothèques, de bureaux et d'habitations. L'observatoire disposait même de sa propre mosquée. C'est un peu frustrant qu'il ne reste presque plus rien de cet observatoire. Il faut vraiment avoir de l'imagination pour se faire une idée de ce à quoi il ressemblait à l'époque. Ce qu'Etoussi a construit ici n'était ni plus ni moins que le plus grand observatoire du monde. Et il l'est resté pendant 300 ans. Et, tout comme n'importe quel institut moderne de recherche internationale, cet endroit a accueilli les plus grands astronomes du monde, des savants venus de très loin, du Maroc et même de Chine. Il devait vraiment régner ici une véritable effervescence. Grâce à ce nouvel observatoire et à son équipe d'astronomes,Etoussi peut désormais poursuivre le rêve d'Al-Haytham. Tenter de définir un modèle planétaire plus cohérent que celui de Ptolémée. Ses confrères et lui vont d'abord s'attaquer aux mathématiques. En plus du couple de Toussi, ils inventent d'autres systèmes du mouvement des astres. Grâce à ces nouveaux systèmes, ils peuvent calculer de nouveaux modèles mathématiques correspondant au mouvement de la plupart des corps célestes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, mais aussi le Soleil et la Lune. Etoussi et l'équipe d'astronomes qu'il avait réunis autour de lui ont été à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution de Maraga. Une véritable révolution scientifique qui allait rendre totalement obsolète la vision de l'univers de Ptolémée. Ce qu'ont fait les savants et les astronomes comme Etoussi, c'est qu'ils sont parvenus à modéliser de façon cohérente l'astronomie d'un point de vue mathématique. Et ceux du monde musulman pour cette nouvelle technologie, qui est l'imprimerie, marque le début d'un véritable bouleversement dans l'histoire de la science islamique. L'Europe, elle, va à la fois bénéficier des connaissances de leurs prédécesseurs, mais aussi de cette nouvelle technologie. Galilée et ses semblables se trouvent désormais à l'aube de la Renaissance. Cette étape a marqué un tournant à la fois dans l'histoire de l'imprimerie vénitienne, qui était un secteur extrêmement puissant. On peut même dire qu'il était arrivé au maximum de son expansion, mais aussi dans l'histoire des relations culturelles, des relations en général entre l'Orient et l'Occident. Accepter l'imprimerie, ça voulait aussi dire accepter l'une des premières grandes innovations technologiques. Et c'est là que l'histoire des deux mondes va commencer à se séparer. Ce rejet de l'imprimerie est l'une des raisons pour lesquelles le monde arabo-musulman va peu à peu perdre sa supériorité scientifique au détriment de l'Occident. À la même période, le monde est en pleine mutation, ce qui a également des répercussions sur le développement scientifique.
La principale raison de ce recul du développement scientifique est qu'à partir de la moitié du XIIIe siècle, l'empire arabo-musulman entre dans une phase de déclin. Il est en effet menacé de toutes parts par ses ennemis. Il doit notamment résister à l'invasion mongole venue de l'Est. En 1258, les Mongols envahissent Bagdad, la capitale de l'Empire. L'histoire raconte que pendant des jours, les eaux du Tigre et de l'Euphrate étaient noires à cause de l'encre de tous les livres qu'ils ont détruits. Mais l'Empire devait aussi résister à une menace venue de l'extrême ouest. L'Espagne musulmane, qui s'était déjà morcelée en plusieurs royaumes, devait maintenant faire face à une nouvelle menace venue du nord, celle d'une chrétienté réunifiée et déterminée à reconquérir son territoire. La reconquête du royaume d'Espagne par les chrétiens dure plusieurs siècles. Elle atteint son apogée au XVe siècle lorsque l'armée de Ferdinand II et Isabelle de Castille attaque Grenade. En 1492, le dernier bastion musulman tombe aux mains des rois catholiques. Après la reconquête, les chrétiens vont chercher à effacer toute trace de l'occupation musulmane et détruire les vestiges de cette civilisation. En 1499, ils feront brûler ici, sur cette place, tous les manuscrits arabes des bibliothèques de la ville de Grenade. Seuls quelques rares textes médicaux échapperont à la destruction. Et environ 100 ans plus tard, il ne reste plus aucun musulman en Espagne. Ils ont tous été tués ou chassés du royaume. À la même époque, les chrétiens de l'Europe de l'Est se lancent à la reconquête de la Terre Sainte et partent en croisade contre l'islam. Déterminés à imposer la chrétienté dans la région du Levant et à reconquérir la ville sainte de Jérusalem, les croisés lancent une attaque massive sur le nord de la Syrie. Ils prennent rapidement possession du château pour en faire une place forte. D'ici, ils vont ensuite marcher sur Jérusalem pour accomplir ce qu'ils estiment être leur mission. Face aux attaques de ses voisins, l'Empire s'effondre et se morcelle en plusieurs royaumes ennemis. Les Mamelouks, d'anciens esclaves, prennent le pouvoir en Égypte. Au XIIIe siècle, la dynastie berbère des Almohades contrôle le Maroc et l'Espagne. Et le nord de la Syrie et de l'Irak sont divisés en une multitude de petits royaumes. Mais pour la plupart des historiens, la principale raison de la fin de l'âge d'or de l'Empire arabo-musulman est un autre événement, survenu en 1492. Cette année-là, la géographie politique du monde est totalement bouleversée, lorsqu'un certain Christophe Colomb découvre les Amériques. Ce phénomène s'explique par la découverte du Nouveau Monde en 1492. La conséquence immédiate, c'est que d'énormes quantités d'or et d'argent vont venir remplir les coffres des familles royales de l'époque, qui vont ensuite avoir une politique impérialiste et établir des colonies un peu partout dans le monde. Développement scientifique rime donc avec puissance économique. Au cours du XVIe et du XVIIe siècle, les richesses, le pouvoir et donc le renouveau scientifique vont se concentrer en Italie et en Espagne, puis en Grande-Bretagne. Au XVIIe siècle, l'Angleterre se retrouve au centre du commerce maritime avec les Amériques et peut se permettre d'investir dans la science. C'est pourquoi le premier grand ouvrage scientifique, Principes mathématiques de philosophie naturelle d'Isaac Newton, qui explique le mouvement des astres, n'a pas été publié à Bagdad, mais à Londres. Pour réaliser ces travaux, il lui fallait des données extrêmement précises qui avaient été récoltées dans le monde entier. Il lui fallait une sorte d'inventaire mondial de données d'observation et de relevés. Il lui fallait la hauteur des marées, la position des comètes et des planètes, le rythme du balancier des pendules. Bref, c'était un projet à l'échelle mondiale, un travail absolument pharaonique. Et bien entendu, bon nombre de ces observations, de ces modèles mathématiques, avaient été développés au départ par les astronomes musulmans d'Égypte, du Proche-Orient et d'Asie centrale. Mais les musulmans vont subir un autre revers. Les guerres, l'isolement politique et religieux, mais aussi la perte de leur monopole commercial, vont peu à peu avoir raison de la richesse des nations musulmanes.
ce qui va se répercuter dans le domaine scientifique. Mais cela ne suffit pourtant pas à expliquer pourquoi les travaux des érudits musulmans sont tombés dans l'oubli. Il ne faut en effet pas oublier que lorsque les Européens commencent à coloniser le Moyen-Orient et l'Asie, ils contribuent activement à répandre l'idée que les civilisations qu'ils trouvent à leur arrivée sont moribondes et en plein déclin. Il semble que les Anglais et les Français ont eu du mal à admettre l'idée de coloniser et de soumettre des civilisations dont les connaissances et le savoir scientifique avaient pu être aussi avancés que les leurs. Ils se sont donc évertués à donner une certaine image du monde musulman. Grosso modo, leur discours était « oui, cette civilisation a connu un âge d'or, ils ont eu de grands érudits et de grands philosophes, mais aujourd'hui, ils sont en plein déclin ». D'une certaine façon, ce point de vue leur permettait de rendre leur expansion et leur colonisation beaucoup plus acceptables sur le plan moral. L'une des évolutions les plus intéressantes, à mon avis, dans l'histoire des relations entre les Européens, entre l'Occident et les autres cultures, c'est qu'il y a eu une sorte de renversement de situation qui a eu des conséquences énormes et catastrophiques parmi les Européens. En particulier, quand ils ont commencé à se demander en quoi ils étaient supérieurs aux autres civilisations. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient tendance à systématiquement considérer qu'ils étaient supérieurs au reste du monde. Donc, pendant très longtemps, tous les Européens, comme les Anglais par exemple, pensaient que leur supériorité résidait dans leur religion. Mais à partir du XVIIIe siècle, les choses commencent à changer. C'est-à-dire que les Européens ne vont plus considérer que leur supériorité réside dans leur religion, mais qu'elle réside dans leur niveau de connaissance scientifique et dans leur technologie. Un raisonnement qui va finalement donner naissance à la fameuse citation « Nous avons la mitrailleuse et pas eux ». Les Européens de cette époque voulaient bien plus ou moins admettre que par le passé, la civilisation musulmane avait par exemple effectivement été à l'origine de grandes avancées dans le domaine scientifique. Mais pour eux, cet âge d'or était terminé. Donc à leurs yeux, même l'astronomie musulmane et indienne contemporaine était perçue à tort comme étant très ancienne. Parce que si elles étaient très anciennes, ça voulait dire que les civilisations sur lesquelles ils prenaient le dessus étaient en plein déclin. Ce qui était tout à leur avantage. Pour certains spécialistes, les conséquences de cette vision des choses sur l'histoire de la science islamique se ressentent encore dans le monde musulman d'aujourd'hui. Le monde musulman et le monde arabe ignorent leur histoire, parce que cette histoire a été volontairement effacée pendant la colonisation. Et malheureusement, quand ils la redécouvrent aujourd'hui, ils ne la redécouvrent que par bribes. Voilà pourquoi aujourd'hui les grands observatoires des astronomes musulmans ne sont plus que des ruines. La quête acharnée des scientifiques musulmans pour la vérité, quelle que soit son origine, est parfaitement résumée par Al-Kindi, un philosophe du IXe siècle qui a écrit « Nous ne devons pas avoir honte d'admirer la vérité et de l'accueillir d'où qu'elle vienne, car il n'y a rien de plus important pour celui qui cherche la vérité. Personne n'est avili par la vérité, au contraire, on est ennobli par elle. » Ce que l'on peut retenir de ce voyage, à travers l'âge d'or puis le déclin des sciences dans le monde islamique du 9e au 15e siècle, c'est que la science est un langage universel pour l'humanité. Les nombres décimaux sont aussi utiles en Inde qu'en Espagne. Des tables astronomiques établies en Iran peuvent être d'une importance capitale pour un astronome occidental. Les principes mathématiques de Newton se vérifient qu'ils soient écrits en arabe, en anglais ou en latin. Ce que les scientifiques de l'islam médiéval avaient compris et ont parfaitement su exprimer, c'est que la science est une langue commune à toute l'humanité. Les lois de l'homme peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais les lois de la nature restent immuables pour tous les êtres humains.